Bon, eh bien, écoutez, bonsoir à tous, à ceux qui nous font le plaisir et l'amitié d'être présents pour ces petits rendez-vous un peu intimistes mais passionnants, toujours grâce à la qualité de nos intervenants. Et ce soir, c'est tout à fait exceptionnel. Nous avons le grand plaisir d'accueillir Marcus Kerber, qui est, je pense pouvoir le dire, un ami, mais qui est aussi quelqu'un d'extrêmement chevronné, qui est allemand, et sur toutes les questions touchant à l'Allemagne, à la vie politique allemande, mais aussi à l'histoire et à la vie politique naturellement européenne. Or, on est dans un moment important, on est 30 ans après la réunification allemande, on est face à des conséquences économiques et stratégiques lourde, à la fois en termes énergétiques, mais aussi consécutifs à cette pandémie. Nous avons un couple franco-allemand qui, pour le moins, est dans des aléas et dans des difficultés, ou parfois des moments heureux d'ailleurs. Mais moi, je le vois plutôt comme un couple en péril. Et puis, nous avons bien sûr ce contexte d'une intégration européenne croissante de l'économie allemande, de la française aussi. Mais tout cela, évidemment, pose une question qu'on se pose rarement, finalement, lorsqu'on est français, qui est celle de la souveraineté allemande. Parce que nous, on parle beaucoup de notre souveraineté, celle qu'on a, celle qu'on n'a pas, celle qu'on voudrait reconquérir, mais on se met pas toujours et peut-être mal à la place de notre grand allié européen allemand. Et donc, j'ai demandé à Marcus Kerber de bien vouloir ce soir nous parler de l'évolution de cette notion, mais d'une manière pragmatique, et donc à travers la pratique politique allemande depuis les quelques dernières décennies. On ne va pas remonter aux origines, mais l'idée est d'essayer de se faire un avis et d'écouter le sien sur eh bien, cette souveraineté allemande, si elle peut se réveiller, à quel prix pour l'Allemagne, à quel prix pour ses partenaires européens, évidemment au premier rang desquels nous, la France. Et voilà, donc Marcus Kerber eh bien, a un CV tellement éminent que j'ai dû faire des choix. Donc, brièvement, je dirais que vous êtes doctorant en droit, ancien élève de l'ENA, cycle étranger, professeur de finances publiques et de politique économique à la faculté d'économie et de management de Berlin. Mais vous êtes aussi avocat, conseiller d'entreprise, ancien directeur au sein de banques d'investissement, notamment la Banque Indo-Suez, qu'en France on connaît, la Bankers Trust. Vous êtes professeur associé au collège interarmé de la Bundeswehr. Vous avez travaillé aussi pour l'Office fédéral allemand de lutte contre les cartels et l'autorité de concurrence fédérale allemande. Vous êtes le président de ce que j'appellerais, moi, un think tank, enfin un groupe de travail interdisciplinaire qui s'appelle Europolis et qui réunit des économistes et des juristes sur des questions financières notamment. Et puis, vous êtes le directeur scientifique de l'Institut de technologie de défense, d'économie des forces armées et de géopolitique. Vous êtes encore bien d'autres choses et vous avez participé à beaucoup de choses, mais ça, je ne veux pas déflorer le sujet. Donc, je vais vous laisser nous en parler. Et ce soir, eh bien voilà, c'est la souveraineté allemande, actualité et perspective dans l'Europe d'aujourd'hui. J'ai été trop longue, je vous cède la parole. Et prenez tout votre temps pour nous expliquer et nous faire partager ce que vous souhaitez. Merci. Merci, Marcus. Oui, merci, chère présidente Kalaktoros, de ces très aimables mots d'introduction. Je dois rassurer notre audience, après tant d'éloges, je suis mortel. Et ce que je vais vous dire, ce sont quelques observations très modestes qui se prêtent à la discussion et qui n'ont aucune prétention intellectuelle je dirais, à réclamer la vérité pour moi. Je vous remercie de votre attention et de l'honneur que vous m'accordez en exprimant quelques idées, car en effet, la question que la présidente vient de nous poser tombe à pic. Et pourquoi est-ce qu'il est temps de parler de la souveraineté allemande, c'est-à-dire d'un sujet dont les Allemands n'ont pas parlé depuis très longtemps, alors que depuis 1990, ils sont formellement redevenus souverains.
Et ça a des raisons très spécifiques que je vous exposerai tout à l'heure, mais il est temps d'en parler non seulement pour des raisons objectives, parce qu'un peuple qui oublie sa souveraineté, c'est un drôle de peuple, mais il y a un certain nombre de faits, un certain nombre d'incidents qui poussent les Allemands, même les plus endormis, à sortir de ce statut de belle endormi et de se poser, dans d'autres termes peut-être, et d'une façon plus réflexive, la question, mais est-ce que nous sommes un peuple encore souverain? Alors, je me permets d'énoncer un certain nombre de ces incidents. Premièrement, la chute de Kaboul. La France s'est retirée de l'Afghanistan en 2014 parce que les informations étaient très, très claires. D'ailleurs palpable, plus ou moins palpable, que l'Alliance Atlantique n'est pas capable de construire en Afghanistan un État, ni une démocratie, ni un État de droit. Un pays formé par des tribus dans une autre tradition culturelle et religieuse ne peut pas copier aussi simplement les modèles occidentaux. L'Allemagne, dans cette fidélité que je qualifie presque comme pathologique, est restée à côté de ses alliés, notamment de son grand frère américain, jusqu'au bout. Et au moment où Kaboul tombe, le ministre de la Défense allemande distribue des gâteaux aux victimes des déluges en Rhénanie. Vous savez que nous avons eu des déluges assez importants. C'est-à-dire qu'elle était complètement inconsciente de ce qui se passe en Afghanistan et préalablement, elle avait promis à certains assistants locaux, forces locaux de l'Allemagne de les repatrier en Allemagne. Alors donc, les Allemands, pour la première fois, à la télévision, s'aperçoivent que la commandante suprême des forces armées est totalement inconsciente de la situation en Afghanistan et se trouve presque sur une kermesse de parti au moment où ces soldats ne sont plus capables d'organiser d'une façon systématique l'évacuation. Donc, cette situation est ressentie même par des couches importantes, c'est populaire de la population, sous deux aspects. Premièrement, comment se fait-il que l'Allemagne a aussi mal estimé la situation, apprécié la situation? Est-ce qu'il y a un manque d'informations? Est-ce que les services n'ont pas fait leur travail? Est-ce que les informations n'ont été pas retenues? Cela n'aurait été pas la première fois qu'en Allemagne, la politique n'écoute pas les informations. Et deuxièmement, le suivisme vis-à-vis des États-Unis, qui, au moment où le désastre est là, et un désastre qui est presque déshonorant, mais écoutez, jouent d'abord et surtout leurs intérêts et commandent sur place quel avion va décoller, à quel moment, avec quelle équipe et avec quel passager. Alors, premier incident qui a laissé des traces. Et la grande indifférence de Mme Merkel, indifférence au sens tempérament, hein, c'est-à-dire Mme Merkel est une combinaison entre ordinateur de haute performance et frigo. Donc, Mme Merkel dit, écoutez, c'est malheureusement le cas où il y a un changement de situation. Maintenant, on traite avec les talibans. C'est-à-dire, on traite d'un jour à l'autre avec ceux qu'on a combattus pendant 20 ans et qui sont responsables d'une situation actuelle que je renonce à qualifier, c'est-à-dire aucun respect pour ce qui est cher à l'Europe, droits de l'homme, égalité des sexes, éducation minimum. Alors, ça, c'est une prise de conscience d'un manque de souveraineté, d'un manque de capacité d'agir et même d'autodéfense, parce qu'il s'agit non seulement d'expatrier certaines forces locaux, mais également de repatrier des soldats et le personnel civil. Alors, deuxième situation que je vous rappelle, c'était les accusations des États-Unis lors de l'administration
de M. Trump, notamment d'un certain sénateur du Texas, qui a ouvertement prêché la démolition du gazoduc entre la Sibérie et donc le nord de l'Allemagne, qui relie le Petrograd ou Pétersbourg, comme nous disons, avec Lublin au nord de l'Allemagne. Le projet Nord Stream, qui, sur un plan de souveraineté énergétique, est indispensable pour l'Allemagne de trouver un pont entre l'abandon de l'énergie nucléaire décidé sans que je le commente maintenant par Mme Merkel pour gagner l'abandon du charbon et le développement massif des énergies soi-disant renouvelables. Alors, ce sénateur Cruz et avec lui beaucoup de gens du Congrès ont non seulement cru opportun, mais légal, des sanctions extraterritoriales. C'est pour la première fois que l'Allemagne a dû subir les conséquences dans un projet industriel que toute l'industrie allemande, toute l'industrie considère comme capital et indispensable parce que le projet a été retardé en raison d'un certain nombre de fournisseurs en Allemagne ou en dehors de l'Allemagne qui n'ont pu fournir les composants nécessaires pour l'achèvement, pour l'achèvement de la construction de ce gazoduc. Je peux vous dire, il y avait la révolte. Hein, et le fait que la Pologne et bien sûr le Kane et la France ont montré peu de sympathie pour ce projet, n'ont pas limité la révolte industrielle contre l'ingérence. S'y ajoutent d'autres éléments, je dirais d'autres problèmes de souveraineté. L'Allemagne, depuis ses éternelles opérations de sauvetage de l'euro, a aidé elle-même, en concertation avec Mme Lagarde, à abolir toutes les règles qu'elle a définies comme préalables et comme indispensables pour abandonner sa monnaie et pour faire une union monétaire. La règle du bail-out, le non-soutien des États qui ont, je dirais, causé leur propre pénurie financière. Tel était le cas de Chypre et de la Grèce, pour ne pas parler de l'Espagne, de l'Irlande, du Portugal. Alors, inutile de vous rappeler le grand nombre de mesures de sauvetage qui, en somme, exposent l'Allemagne à une responsabilité financière difficile à contrôler. Ceci est avalé, et on revient là-dessus tout de suite, à condition de respecter un certain nombre de règles constitutionnelles. Et enfin, il ne faut pas l'oublier, aujourd'hui, un expériment comme Airbus, c'est-à-dire la mise en commun de la totalité de l'industrie d'aviation, une partie de la technologie spatiale, est considéré d'un œil critique parce que le résultat est que, après 20 ans de vie sociale de Airbus, en Allemagne, il n'y a plus de centre de développement de recherche d'industrie d'aviation. C'est aussi simple que ça. Et ce processus se poursuit en matière de production, de développement de chars de futur par la filiale commune entre Nexter et KMW, qui s'appelle KNDS. Donc, même en matière de chars, l'Allemagne, c'est-à-dire la société en question, a décidé de partager les préalables industriels de souveraineté avec un partenaire français. Enfin, à la lumière d'Afghanistan, pourquoi, enfin, est-ce que l'Allemagne se trouve au Mali? Est-ce que la France lui a demandé? Et quels sont les intérêts de l'Allemagne d'être au Mali? Donc, notre rencontre ne peut pas être
n'aurait pas pu tomber dans un contexte plus actuel et prudent, parce qu'à la lumière de tous ces faits, les Allemands auraient dû se poser depuis très longtemps la question de comment est-ce que nous pouvons sauvegarder notre souveraineté. Alors, cela me permet de plonger d'une façon un peu plus académique dans le sujet. Première remarque, la souveraineté est une expérience récente et strictement normative pour l'Allemagne, au moins de l'Allemagne de l'après-guerre. Petit rappel historique, après la défaite totale militaire en 1945, il met 3 ans pour survivre dans un statut d'occupation et accède en 1949 à la qualité d'État par la création de la République fédérale d'Allemagne, qui est constituée par les Länder, par les régions. Le chancelier, le premier chancelier allemand, M. Adenauer, remet aux représentants des pouvoirs d'occupation le projet de constitution. Alors, c'est un projet de constitution que les gouverneurs doivent avaliser et qui ne parle ni de nation ni de souveraineté. Mais malgré l'absence de ces deux mots-là, sans lesquels la Constitution française ne serait pas française, M. Adenauer, âgé de 73 ans, ose quelque chose d'incroyable, car les représentants des pouvoirs d'occupation avaient mis entre eux et lui un tapis, et un tapis qui marque la frontière entre la souveraineté et lui, auquel on délègue une toute petite partie de souveraineté à condition de l'autorisation de l'aval de cette constitution. Et M. Adenauer, qui était un grand bonhomme, met son pied sur ce tapis. Et c'était le premier moment, presque un kairos, de regain de souveraineté allemande. Je me permets de vous rappeler ce contexte parce que la situation est assez parlante. Puis, par la suite, l'Allemagne conclut les accords de Paris de 1952 et vit un deuxième renouveau de souveraineté au moment de la prise de pouvoir de Willy Brandt, chancelier devenu chancelier en 1969, qui est une figure emblématique, charismatique, dont le nom était un nom de combat, un nom de résistant, qui a passé la guerre en Norvège, en Suède, qui était un homme parfois bafoué après la guerre en raison de son comportement d'exil, et qui, lui, par son maître diplomatique Egon Bahr, ose parler directement aux Soviétiques. Et son conseiller en chef, Egon Bahr, qui est un homme qui était le Kissinger allemand à l'époque, m'a dit un jour comment il a rencontré pour la première fois Podgorny, à l'époque Premier ministre de l'Union soviétique. Et Podgorny le reçoit et dit « J'écoute, sluchaj, je vous écoute ». Et puis, c'est un deuxième moment de souveraineté parce que je peux vous dire, son homologue à Washington, M. Kissinger, n'apprécie guère ce geste. L'Allemagne était fortement intégrée dans l'OTAN, servie juste dans l'après-guerre comme un élément militaire et sécuritaire dans la guerre froide, et était surtout une base militaire américaine. Une base militaire américaine où sont déployées des armes extrêmement dissuadantes qui, en les employant, auraient transformé l'Allemagne en bataille nucléaire totalement dévastée. Alors, donc, deuxième moment de souveraineté, la Ostpolitik, l'ouverture vers l'Est. On peut discuter les modalités, les choix, mais c'est un deuxième moment de souveraineté parce que l'Allemagne se libère d'une quasi-tutelle des États-Unis et, en fin de compte, réussit à donner l'exemple d'une politique
de détente, dite détente, critiquée bien entendu, mais qui a mené à, je dirais, des échanges à la conférence de Helsinki, tard reconnu même par Kissinger, qui est devenu très ami avec Egon Bahr, mais avec lequel il reste toujours un tout petit peu en délicatesse, comme Kissinger était toujours un petit peu en délicatesse avec Willy Brandt, pour des raisons que je renonce à détailler ici dans les textes. Troisième élément d'identité, nous nous rapprochons de notre époque d'une façon importante. Le mur se casse, le régime en RDA les Allemands s'en vont, prennent leur liberté, et Helmut Kohl, pas très bien dans les sondages, saisit l'opportunité pour dire « Moi, je veux organiser la réunification allemande ». Et il la négocie surtout avec les Américains. Et grâce au président Bush père, qui a une confiance presque illimitée en Allemagne, les deux autres alliés, dont l'allié français était encore plus hésitant que Mme Thatcher, doivent se joindre. Mais vous n'oubliez pas les visites qu'a effectuées François Mitterrand en RDA pour sauver les meubles, parce que c'est avec l'Allemagne de l'Est avec laquelle la France avait gardé des relations particulièrement cordiales, tout à fait dans l'esprit de François Mauriac. J'aime autant l'Allemagne que je préfère en avoir deux. Et le dernier secrétaire du Parti communiste est-allemand, Egon Krenz, cite Mauriac en sa première et ultime conférence de presse. Donc, le phénomène de souveraineté était jusqu'à 1990 un élément de fait et un élément de reconquête, je dirais, mené avec beaucoup d'habileté, toujours dans une position d'attente, parce que, à la lumière de l'histoire, les États européens, les nations européennes avaient du mal à s'imaginer une Allemagne apaisée et paisible au centre de l'Europe. Alors, comment est-ce que cette souveraineté de fait, je dirais souveraineté politique, se traduit maintenant dans le système constitutionnel allemand? C'est ce que j'appelle la notion strictement normative de la souveraineté, parce que, je le répète, la souveraineté comme terme, comme concept, n'apparaît nulle part, figure nulle part dans la Constitution. Vous l'avez tout simplement dans le principe de la démocratie, car l'Allemagne se définit dans l'article 79, alinéa 3, comme une démocratie, comme un État démocratique où la démocratie est inamovible. Et démocratie veut dire que le peuple gouverne, que le peuple est souverain, que le peuple est le pouvoir constituant. Alors, sur ce plan-là, la Constitution est tout à fait claire et nette. Cet article interdit l'abolition de la démocratie. C'est-à-dire, le principe démocratique est un élément, une norme, une règle qui ne se discute pas et qui ne peut pas être abrogée. C'est ce que nous appelons la garantie démocratique éternelle. Bon, rien n'est éternel, mais je vous explique, je vous explicite un petit peu ce pilier de la Constitution allemande de 1949, qui a cet aspect, ou sous cet aspect-là, n'a pas changé. Alors, donc, assez tôt, et encore plus dans le contexte de l'ajustement de la Constitution pour ratifier le traité de Maastricht, on a introduit un article 23 qui permet des transferts de compétences, ou comme disent certains, à mon avis c'est une fausse notion, des transferts de souveraineté à des organismes internationaux dans l'Union européenne, à condition que
voilà les conditions très importantes, que le transfert se fait par une majorité qualifiée de 2/3, c'est-à-dire une majorité qui modifie la Constitution. Et deuxièmement, à condition que ce transfert de compétences ne mène pas à une dédémocratisation de l'Allemagne, de façon ou de sorte que on transfère tant de compétences qu'en fin de compte, il n'y a plus grand-chose à décider et que le peuple peut encore participer aux élections, mais le Parlement et le gouvernement national n'ont plus des compétences très, très importantes. Alors, ce que nous avons vu vite, c'est-à-dire la procédure contre le traité de Maastricht et surtout la procédure que j'ai initiée contre le traité de Lisbonne, se joue sur ce niveau-là, c'est-à-dire la défense de la souveraineté allemande exprimée par le principe démocratique. Et cette souveraineté est une souveraineté donc défensive. Alors, les plaignants sont allés devant la Cour constitutionnelle en disant, écoutez, nous n'avons plus grand-chose à décider. Hein, après Maastricht qui transfère la monnaie et le droit souverain de battre monnaie à une banque centrale qui, à l'époque, c'est ce qu'on a promis aux Allemands et c'est ce qui se trouve dans les traités, devrait se construire à l'instar de la Bundesbank. Promesse pas tenue, mais ce n'est pas notre sujet. Et puis, par le traité de Lisbonne, où on accorde même le droit de représenter un intérêt européen à la Commission. La Commission a le rôle non seulement de gardien du traité, des traités, mais elle représente l'intérêt européen. Vous allez certainement m'expliquer plus tard ce que c'est l'intérêt européen. Alors, nous avons eu un grand nombre de procédures qui sont licites en Allemagne par des citoyens très alertes qui disent l'Union européenne ou ses organes, et notamment la Banque centrale européenne, est allée au-delà de son mandat. Alors, ceci a été fait par, premièrement, le traité de Lisbonne, deuxièmement, par un arrêt qui ne joue pas un très grand rôle ici, l'arrêt Honeywell de la Cour de justice européenne, et par des nombreux mécanismes de sauvetage de l'euro. Premièrement, l'accord d'une aide par l'Europe à la Grèce sous forme d'un fonds de stabilisation financière de l'Union européenne, mais également d'une facilité financière de stabilisation de 750 milliards arrêté en 2010, 2011. C'est le fonds qui a été justifié par Madame Lagarde, à l'époque ministre de l'économie, par ces fameuses paroles « Oui, nous avons violé les traités pour sauver l'euro ». Et par la suite, un programme appelé OMT, Outright Monetary Transaction, par la Banque centrale européenne, suivi du discours, ou précédé par le fameux discours de M. Draghi. Marcus, je ne vous entends plus. Votre micro s'est coupé? C'est bon maintenant? Ah, voilà. Voilà. Alors, ce programme OMT, suivi par un autre programme d'achat d'emprunts qui met à peu près des emprunts de 1,5 milliard dans les bilans des banques centrales, qui s'appelle PSPP, et qui mène également à des arrêts. Comme je ne souhaiterais pas faire avec vous, j'espère que c'est à votre gré, un colloque juridique, je résume. La jurisprudence est très claire. Toutes ces mesures sont
licite à condition que préalablement à tout crédit qui peut avoir un impact sur la situation budgétaire en Allemagne, le Bundestag, le Parlement allemand, est consulté et donne son accord. Et deuxièmement, le montant de responsabilité financière ne devrait pas mettre en péril la solvabilité de l'Allemagne. Je ne vais pas parler de chiffres, mais sachez, nous avons déjà plus de 300 milliards d'emprunts obligataires dans les bilans de l'eurosystème. Alors, voilà les jurisprudence d'une cour de justice, d'une cour constitutionnelle qui se considère comme gardien de la Constitution et gardien donc de deux choses, de la souveraineté et de la souveraineté par le principe démocratique. Alors, comme l'heure avance, je vais être un tout petit peu, je vais aller un peu plus vite parce que vous avez tout connu, entendu du fameux arrêt PSPP du 5 mai 2020, qui pour la première fois a mené à une confrontation entre la Cour de justice européenne et la Cour constitutionnelle allemande. La Cour constitutionnelle allemande a dit alors, nous ne pouvons plus du tout comprendre le jugement de la Cour de justice européenne. Plus du tout, c'est-à-dire c'est une argumentation complètement indéfendable, incompréhensible. Depuis 5 années, la Banque centrale achète des obligations étatiques et gonfle la masse monétaire. Il n'y a pas d'impact sur l'inflation et pourtant vous continuez cela. Je simplifie beaucoup. Alors, réaction des autorités de Bruxelles, pas de discussion du fond de cet arrêt, qui est un arrêt exceptionnel qui juge le comportement singulier à la fois de la Banque centrale européenne et de la Cour de justice européenne qui l'a défendu, qui l'a avalisé, en disant qu'on ne peut plus le défendre pour des raisons que je viens de vous dire. Et réaction du côté des autorités bruxelloises, ouverture d'une procédure de violation du traité contre l'Allemagne pour manquement à ses obligations. Et c'est là où le conflit se creuse entre la souveraineté nationale et la non-existante et objectivement non existante souveraineté européenne. Pourquoi? Parce que il n'y a nul doute que les traités européens disent, formulèrent avec une clarté indubitable ce qu'on appelle dans l'article 4 alinéa 2 l'identité constitutionnelle. Elle est intouchable. Fait partie de cette identité constitutionnelle en Allemagne une cour de justice constitutionnelle qui agit comme défenseur de la Constitution. En Hollande, il n'y a pas de cour constitutionnelle. En France, vous avez un conseil constitutionnel. Je ne vais pas me mêler à vos affaires. De toute façon, ce n'est pas comparable. Alors, à côté de la Bundesbank, la Cour constitutionnelle en Allemagne, c'est une autorité extraordinaire parce qu'elle est le résultat de l'expérience Weimar où la Constitution de Weimar n'a jamais été suspendue ou abolie. Hein? Et personne n'a défendu la Constitution contre les ennemis déclarés de la démocratie. Donc, la Cour de justice, la Cour constitutionnelle allemande était un défenseur de la démocratie allemande contre ses ennemis. Alors, c'est pour cela que la procédure de violation de traités initiée par la Commission européenne et par personne d'autre que notre compatriote Mme von der Leyen
anciennement ministre de la Défense en Allemagne, est extrêmement ouvert vis-à-vis des revendications de son homologue français, Alain Parly. Cette procédure paraît dans une lumière particulièrement sombre. Enfin, l'Union européenne n'est pas un État fédéral, il n'a pas sa propre souveraineté, mais reste et restera une association d'États dont les pouvoirs ne sont que ceux qui lui ont été conférés par les pays membres, parce que ceux-là gardent la souveraineté étatique une et indivisible. Donc, la violation, la procédure de violation de traité touche non seulement un domaine qui est particulièrement cher à la Commission, la défense de la Banque centrale européenne et de ses pouvoirs, parce que si la Banque centrale européenne n'achète plus des bons obligataires, il y aura quelques petits problèmes de refinancement de la dette dans les pays du Sud. Mais touche un autre domaine, c'est-à-dire l'ambition de Bruxelles de créer une autonomie du droit européen et d'obtenir accès à la compétence. Alors, tout ceci est maintenant apparaît dans une lumière compliquée et difficile parce qu'il y a le cas de la Pologne. Et si vous permettez, chère présidente, je souhaiterais, pour bien faire la distinction, vous dire un petit mot là-dessus. Les deux cas ne sont absolument pas comparables. Alors, le cas de la Pologne concerne un pays d'abord qui est le plus grand récepteur en net de l'Union européenne et qui, vous le savez, achète beaucoup d'armes aux États-Unis et qui pense historiquement que tout leur est dû et que c'est maintenant leur tour. J'aime beaucoup notre voisin, j'y vais en tant que professeur invité à l'Université de Varsovie et les relations sont de qualité. Mais ceci étant, la Pologne a créé un système à organiser la justice de façon à créer une chambre disciplinaire qui peut mettre à pas notamment les hauts magistrats. Alors, c'est totalement indéfendable et incompatible avec le principe de l'article 2 du traité de l'Union européenne sur l'indépendance de la justice. Donc, vous voyez également ici la contradiction de la Commission. Elle attaque l'Allemagne pour violation des traités parce qu'une cour qui fait partie de son identité constitutionnelle a agi, a décidé, a délibéré, a prononcé un arrêt en totale indépendance, alors qu'elle reproche à la Pologne le manque d'indépendance de la justice. Petite parenthèse, je me suis rendu en Pologne en 2019 pour faire devant la Cour constitutionnelle, qui s'appelle Cour constitutionnelle, et qui est composée par des juges très proches du pouvoir et dotés de niveaux juridiques que je renonce à qualifier, si vous permettez. Et ces juges-là ont fait un arrêt qui aujourd'hui fait l'objet de litiges entre Bruxelles et la Pologne et qui a permis au Premier ministre Morawiecki de faire un discours au Parlement européen. Et c'est un arrêt bâclé, en 10 pages. 10 pages, la Cour dit pourquoi le droit constitutionnel polonais est supérieur au droit européen. Les jugements ou les arrêts de la Cour constitutionnelle allemande comportent minimum 150 pages et examinent vraiment en détail la question. Alors, donc, voici pourquoi nous sommes très malheureux en Allemagne d'être jetés
dans le contexte de cette procédure entre la Commission et la Pologne, parce que ces deux procédures n'ont plus rien à voir. Je vous épargne les circonstances anecdotiques de mon exposé, de ma conférence devant la Cour constitutionnelle polonaise. Évidemment, la Cour a voulu tout simplement utiliser ou subtiliser la jurisprudence de la Cour constitutionnelle allemande en matière de ultra vires actes, en matière d'actes des autorités bruxelloises qui vont au-delà de leur mandat pour justifier une réforme de la justice, de leur justice, l'indépendance de la justice. Et j'ose vous dire que la présidente de la Cour constitutionnelle en Pologne est une brave partisane de M. Kaczynski, n'est pas une très grande juriste. Alors donc, ces deux procédures permettent quand même de mettre au clair les rapports restés flous jusqu'à présent entre la Cour de justice européenne, qui a le monopole d'une ultime interprétation du droit européen, mais qui ne peut pas abolir ni la souveraineté des peuples et des nations, ni les constitutions des pays membres. Et ça permet également d'ajuster les rapports entre notamment la Commission, qui agit dans ce contexte d'une façon particulièrement partiale, extrêmement avertie vis-à-vis de l'Allemagne, pour attaquer enfin un jugement, un arrêt produit indépendamment, et en attaquant en même temps la Pologne, à mon avis, pour des raisons tout à fait défendables. Alors, réaction de la part du gouvernement allemand dans cette affaire. Petite lettre de réponse, 3 pages, dans l'espoir de jouer l'affaire, de marginaliser l'affaire. Alors, ceux qui auraient provoqué en France, dans d'autres pays beaucoup plus conscients de leur souveraineté, une tollée est en Allemagne presque un problème entre juristes. Il y a en effet une très grande liste de grands titulaires de chaires de droit public qui ont protesté à la fois contre l'ouverture de la procédure de violation initiée par la Commission, et notamment par Madame von der Leyen, notre compatriote, et avec un certain nombre de journalistes qui ont également critiqué cette décision, mais il n'y a pas de révolte. Alors, ceci nous amène au problème de fond de l'Allemagne. Est-ce que les Allemands veulent être un peuple souverain? Est-ce qu'ils veulent non seulement se contenter ou profiter pleinement de la souveraineté qui leur a été accordée dès 1990, ou est-ce que, habitués à une certaine tutelle, encadrés dans des alliances et endormis, j'ose dire, dans cette amitié franco-allemande, on suit les Américains en Afghanistan, lorsque les Américains disent « venez », on suit lorsqu'ils disent « c'est arrêté », mais on ne prend pas de décision autonome. On se rend au Mali lorsque les Français nous le demandent. Personne se pose la question pourquoi nous y sommes. Et à partir du moment où il y a un certain nombre de choses, notamment des forces, des mercenaires, ça prend des dimensions qui suscitent même des réactions assez vives en Allemagne. Alors nous sommes pleinement dans ce débat de la souveraineté parce que grâce à ce très jeune président français, nous avons une très grande confusion sémantique dans la discussion.
parce que le président français, qui officiellement est un gardien de la Constitution, parle toujours de souveraineté européenne. Il en a parlé lors de son discours à la Sorbonne, qui a été fortement applaudi par la classe politique allemande. Il ne cesse de parler de souveraineté européenne lorsqu'il accorde, donne une appréciation particulièrement controversée sur l'état clinique de l'OTAN. Alors, la souveraineté européenne présuppose l'existence d'un État européen. Parce que la souveraineté, elle est impartageable à partir du moment où on la transfère, on casse le lien entre État et souveraineté. Il suffit de lire le contrat social de Jean-Jacques Rousseau, qu'il a exprimé d'une façon beaucoup plus fine et littéraire que j'ose le dire. Donc, ce que nous avons en Europe, ce n'est pas un transfert de souveraineté, mais un transfert de compétences. Compétences qu'on peut pas à tout moment, mais dans des règles bien définies, reprendre. L'Angleterre nous a montré comment on reprend sa souveraineté. On peut le regretter ou on s'en féliciter, mais c'est un peuple souverain qui a décidé d'une façon souveraine de tourner le dos à l'Union européenne. Donc, je pense qu'il est temps de faire une petite légende des termes et de rappeler que la souveraineté européenne ne peut pas exister par définition tant qu'il y a un lien entre la souveraineté et l'État et sans que l'Europe soit un État. Celles et ceux qui travaillent donc sémantiquement dans la direction d'une souveraineté européenne gardent peut-être une arrière-pensée, c'est-à-dire la construction de faits tacites sans consultation du pouvoir constitution d'un État européen. C'est très certainement le cas de Mme von der Leyen. Je ne sais pas si c'est le cas pour d'autres hommes de la Commission, hommes ou femmes de la Commission, mais de toute façon, ce n'est pas dans les traités. Et la description de la préambule, communauté de peuples avec une union de plus en plus proche, ne permet pas la compétence qui est le propre de la souveraineté. Alors donc, il faut séparer de cette discussion sur le non-sens de la souveraineté européenne, l'aspect de l'autonomie de l'Europe. L'autonomie de l'Europe en certaines matières. Nous avons créé l'ESA pour avoir une autonomie d'accès à l'espace, pour ne pas être dépendant des Américains. Je pense le Français le plus illustre n'a pas créé la force de frappe pour l'appliquer tout le temps, mais pour être notamment indépendant, pour avoir une plus grande autonomie d'action. Alors, quel est le rôle que l'Allemagne peut jouer en la matière? Je pense, nous avons en ce moment en Allemagne une discussion très intéressante. Cette procédure agressive de la part de Mme von der Leyen a eu des répercussions intellectuelles très intéressantes. Nous avons de fait une banque centrale européenne chérie par la France et sous l'influence italo-française qui, tous les jours, dépasse ses limites et son mandat et qui mène sous guise de la politique monétaire, de fait, une politique de soutien financier, de soutien fiscal. Fiscal policy dominates monetary policy. Donc, nous avons un très grand nombre de champs d'action où, petit à petit, ou d'une façon très palpable, l'Union européenne s'arroge des compétences
qui se frottent, qui se heurtent à la souveraineté des États. Le service extérieur de l'Union européenne qui vise sa transformation en service diplomatique est un autre exemple. Alors, l'Allemagne est dans une phase de transition et pour que les choses puissent aller mieux, il faut peut-être dans un premier temps que ça va très mal, très très mal, et que les Allemands comprennent que la souveraineté populaire est égale à la volonté d'un peuple de décider librement de son destin. Est-ce que tous les Allemands vont devenir gaullistes? C'est un espoir. Vous le partagez peut-être avec moi. Je vous remercie. Merci, merci beaucoup, cher Marcus, d'un très joli mot de la fin. Un très joli mot de la fin. Mais moi, personnellement, j'ai trouvé votre intervention très intéressante sur bien des points, sur cette relation avec la Pologne, qui effectivement, quand on la regarde de loin, on a l'impression d'une communauté finalement, même un peu lointaine, mais d'un parallélisme en tout cas, de la révolte vis-à-vis de la Cour de justice, alors que vous nous avez expliqué qu'en fait, c'est assez différent et que vous ne souhaitez pas être assimilé, en tout cas aux Polonais, dans cette façon. Au gouvernement polonais. Au gouvernement polonais. Au parti au pouvoir. Hein. Après, ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, quand je vous écoute, j'ai l'impression que, et ce serait peut-être ma question, c'est en fait, vous considérez que l'Allemagne, finalement, ne doit absolument plus se laisser entraîner, et même par certains de ses citoyens, comme Madame van der Leyen, dans une sorte de mise en commun, de mise au pot, dont elle est toujours, finalement, la perdante économique, la perdante financière et la perdante, en plus, en termes de souveraineté finale. Puisqu'il y a une dilution progressive de ses prérogatives. J'allais dire, c'est un peu de l'entropie, c'est un peu ça se fait un peu tout seul, quoi. C'est un vaste désordre savamment utilisé, peut-être par les Français, c'est ce que j'ai compris de votre point de vue. Mais que faire alors? Il faut que l'Allemagne se retire c'est le Deutsche Exit, le Deutsche Exit, oui, le Germano-Exit. Comment voyez-vous les choses? Parce qu'il va... Je me sens un tout petit mal interprété et mal compris lorsque j'ai averti ou j'ai confronté les auditeurs, les auditrices, pardon, avec par exemple, la triste réalité de la perte totale de l'industrie d'aviation, que je dirais, ça donne lieu à des réflexions. Pas plus. Ça donne lieu à des réflexions et il y a je dirais autrement, je pense la situation historique était telle que l'Allemagne ne pouvait pas prendre l'initiative pour développer une industrie d'aviation européenne. Oui. Deuxièmement, la France a toujours gardé ce réflexe de souverainisme ou de souveraineté et elle a bien compris qu'il faut se libérer de la tutelle industrielle des États-Unis et qu'à côté de Boeing, on peut également construire des avions. Donc jusque-là, c'est un succès. Tout ce qui suit n'est pas justifiable. Hein, et je dirais la contestation réciproque des rôles de président-directeur général en était l'illustration. Personne d'autre que M. Enders a pu transférer de savoir-faire et de pôle technologique en France. Je vous donne un autre exemple, l'ESA. Si vous regardez l'industrie spatiale,
Bah, écoutez, en Allemagne, de tous les programmes qu'on fait ensemble, là, notamment pour Arianespace, bah, il y a 8 emplois en France, un emploi en Allemagne. Hein, c'est-à-dire un total déséquilibre entre ceux qui financent et qui ont le pouvoir. L'ESA est une organisation indépendamment de son directeur général, et l'Allemagne n'a jamais essayé d'y mettre quelqu'un avec un poids fort, qui était un poids fort, totalement déséquilibré. C'est une organisation dans les mains des Italiens et des Français. C'est aussi simple que ça. Alors, là, donc nous vivons encore la continuation d'une attitude allemande, je qualifie comme suisse, peu politique, qui vise la prospérité et qui essaye de composer, qui est une attitude appropriée dans les années 60, 70, peut-être 80, pour des raisons historiques. L'Allemagne a laissé le leadership en Europe à la France. L'administration, les structures administratives de la Commission à Bruxelles sont françaises. Le système de cabinet est un système français. Hélas, hélas, hein, c'est la despotie à Bruxelles. Hein, ce sont des gens qui ont recours à certaines autorisations des traités comme le fonctionnement du marché commun pour justifier tout et n'importe quoi. Hein, à peine ont-ils prouvé qu'ils sont incapables de faire ensemble l'achat des vaccins, mais ils disent, mais écoutez, la conclusion en est, il faut créer l'union de la santé. Alors que la santé est nationale et c'est traité comme ça dans les traités européens. C'est qualifié comme ça dans les traités européens. Alors, donc, ce recul allemand était demandé par la situation, par l'histoire, et les Allemands, dans les années 60, étaient probablement très contents d'être invités au club. Aujourd'hui, dans une communauté de 26 ou 27, en plus, en quête de s'agrandir vers le Balkan, il faudrait une autre répartition du rôle. Il y a beaucoup de gens en Europe, et je voyage beaucoup en Europe, qui demandent de l'Allemagne plus de leadership pour mettre un certain nombre de choses en ordre au sein de l'Union européenne. Hein? À mon avis, ça exige trop de l'Allemagne. On aurait dû peut-être s'imaginer une Europe pas aussi vite agrandie, parce que la Roumanie et la Bulgarie sont des pays profondément enracinés dans des traditions que je renonce à qualifier, mais qui sont plutôt soviétiques que démocratiques. Hein? Alors donc, cet expériment de l'Union européenne crée une communauté de peuples sans hégémonie et reste un défi, mais on ne peut plus faire avec une Allemagne qui fait la négation permanente de sa souveraineté et qui attend jusqu'à ce que tout le monde a trouvé un compromis et qui ont un seul dénominateur commun, l'Allemagne payera. C'est toujours intéressant de vous écouter parce que je pourrais dire la même chose de la France, si vous voulez, qui a aussi quand même des gros déficits de souveraineté, de perception de sa souveraineté, d'acceptation de sa souveraineté et de mise en pratique de sa souveraineté. Parce qu'on est aussi dans des suivismes et dans des tropismes fédéralistes, européistes qui nous noient. Alors après, voilà, vous parlez d'un rapport de... Je ne vous nie pas le droit de on est un peu dans la même situation. Dans cette situation. Et je pense trouver un dénominateur commun. Le souci de souveraineté est un souci commun, c'est un souci authentique. Tout à fait. Et je pense, nous sommes tous les deux, malgré nos différentes traditions, nos différents concepts de souveraineté de nation, nos différentes histoires, à cet égard dans le même bateau, parce qu'à Bruxelles, il y a une clique décidée d'augmenter leur pouvoir, d'amplifier leur pouvoir et de ne plus légitimer ces pouvoirs
en se référant à des élections. Et de dire tout simplement, nous accomplissons le marché commun, nous perfectionnons l'Union européenne, et je dirais c'est dans l'histoire. Nous achevons la course, la marche de l'histoire, la marche du siècle. Bon. Alors, mon grand ami qui nous a rejoint pour le recours contre le traité de Lisbonne, le comte Stauffenberg, fils cadet du colonel Stauffenberg, qui en 1944 a dit, dans une formule assez intéressante, il y a beaucoup de sensibilité linguistique, l'Europe a perdu les peuples. Hein, et tout ce que nous vivons là en ce moment, avec qui dure, voilà, qui dure des heures et des heures, où des compromis bâclés sont accouchés à 3 heures du matin, où personne ne peut plus penser, avec 26 ou 27 représentants de pays de taille tout à fait différente. Donc, c'est plus faisable. Donc, il y a un problème de légitimité dans le projet européen, et les protestations de souveraineté sont, je veux dire, la manifestation de cette malaise. Très bien. Alors, je vais maintenant laisser la parole à nos invités aussi, qui sont là. Je vois François Martin qui veut parler, qui lève une petite main jaune. Donc, François, il faut juste que tu... Voilà. Ça y est. Voilà. Bonsoir, monsieur. Je vous ai écouté avec beaucoup d'intérêt. Je voulais essayer de vous picoter un petit peu et vous demander si, quand vous dites tout ça, vous ne voulez pas le beurre, l'argent du beurre et les bisous de la crémière, si je puis dire, d'une certaine façon. Parce que quand on regarde, en fait, vous dites que si on fait une différence, en fait, entre la souveraineté juridique telle que vous la présentez et la souveraineté effective, c'est-à-dire la souveraineté économique, la souveraineté monétaire, je pense que et la souveraineté politique. Si vous demandez à la plupart des pays européens si c'est la France ou l'Allemagne qui dirige l'Europe en sous-main, tout le monde vous dira que c'est l'Allemagne. Si on vous demande si c'est en fait, si c'est le mark, en fait, si la monnaie européenne favorise l'Allemagne par rapport à son économie et si elle défavorise d'autres pays parce qu'elle est surévaluée par rapport à d'autres pays, la plupart des autres pays vous diront que oui. Si on regarde le fait que l'Allemagne soit restée avec les États-Unis jusqu'au bout en Afghanistan alors que la France est partie, on peut comprendre qu'elle l'ait fait dans la mesure où elle a obtenu très courageusement d'ailleurs, contre l'avis des Américains, un gros contrat avec les Russes et puis qu'il fallait peut-être leur donner un petit os à ronger en face pour qu'ils ne soient pas mécontents. Si on regarde également le fait que la Volkswagen fait alors que l'Allemagne est proche des États-Unis, 40% de ses exportations avec la Chine, dans le contexte de pression qu'il y a avec la Chine aujourd'hui, l'Allemagne quand même profite bien de la situation. Quand on dit que, quand vous demandez pourquoi l'Allemagne doit rester au cœur du Mali, alors qu'on sait très bien que si ce pays devient une zone de non-droit total, il y aura des centaines de milliers de pauvres types qui seront acheminés sur les côtes, plus la drogue, etc. Donc le problème du Mali n'est pas un problème franco-français, c'est un problème totalement européen. Donc, je me demande, moi, l'impression un petit peu que j'ai, si vous voulez, c'est que je pense que la situation telle qu'elle a été aujourd'hui pendant des années a beaucoup profité à l'Allemagne, qu'en contrepartie, un certain nombre de peuples reprochent aux Allemands de ne pas assumer, par exemple, le fait que l'Allemagne achète des avions américains au lieu d'acheter des avions européens ou français. Si l'Allemagne assume son rôle déjà tel qu'il est, beaucoup de pays se posent la question, et si je vous le dis, c'est parce que beaucoup de Français se la posent aussi. Et est-ce que, moi j'ai un petit peu le sentiment que si l'Allemagne obtenait ce qu'elle souhaite, c'est-à-dire cette reconnaissance juridique, etc., elle ferait encore beaucoup plus peur qu'elle ne le fait aujourd'hui
à d'autres pays et elle risquerait d'obtenir une levée de bouclier d'un certain nombre de pays contre elle. Je dirais que peut-être que sa souveraineté juridique n'est pas garantie comme vous le souhaiteriez, mais je trouve que la situation européenne et ses propres qualités commerciales, etc., lui donne aujourd'hui une souveraineté, je dirais, implicite qui me paraît très bonne. Donc, voilà, ma question, c'est est-ce que vous ne voulez pas, en plus du beurre et de l'argent du beurre que vous avez déjà, le bisou de la crémière, comme on dit en France? Voilà ma question. Merci. Est-ce qu'on va collecter quelques questions? Alors, peut-être, oui, celle d'Alexis. Oui, avec plaisir. Avec plaisir. Je vais essayer d'être mais je dois tout de même commencer par l'expression d'une forme de frustration, voire d'une double frustration. Le premier élément de frustration est lié à quelque chose qui est commun à toutes les réflexions portant sur la notion de souveraineté, à savoir le fait que celle-ci n'est jamais définie. L'excellente intervention de M. Marcus Kerber, je dois dire, tente à identifier la notion de souveraineté à la notion d'autonomie. Donc c'est peut-être le juriste chez M. Kerber et le philosophe chez moi qui réagit à cela, mais il y a un problème. Être à soi-même sa loi n'est pas la même chose qu'être souverain. L'autonomie n'est pas la souveraineté. Le corpus philosophique est assez pauvre sur la notion de souveraineté, mais je vais y revenir dans une seconde. Mais je souhaiterais avancer une définition de quelques mots. La souveraineté est la capacité autoréférentielle d'un État. La capacité autoréférentielle d'un État, qui peut d'ailleurs s'étendre à plusieurs États. On pourrait s'interroger sur la possibilité pour un groupe d'États d'être à eux-mêmes autoréférentiels, dès lors qu'ils s'accorderaient entre eux à cette fin. Et je ne vois aucune raison a priori pour que cela ne soit pas de l'ordre du possible. Donc cela pose effectivement la question de la légitimité conceptuelle, et pas que conceptuelle évidemment, d'une souveraineté européenne. Le deuxième élément de frustration porte sur les éléments saillants qui feraient que la perte de souveraineté de l'Allemagne, je suis d'accord sur le fait que l'Allemagne n'a pas de souveraineté, sur la base de ce développement, lui soit effectivement spécifique, c'est-à-dire que je n'ai pas reconnu d'éléments distinctifs d'une perte de souveraineté spécifiquement allemande, si vous voulez. Mais comme je viens de le dire, je suis d'accord sur le fait que l'Allemagne est dépourvue de souveraineté. Donc à un moment donné, j'ai coupé la vidéo pour grimper à ma bibliothèque, puisque pour moi, il est question de souveraineté chez Hegel. Et ce n'est peut-être pas une totale coïncidence qu'il faille, à mon sens, convoquer Hegel pour aborder cette question, qui lui-même d'ailleurs, dans les principes de la philosophie du droit, à la fin de l'ouvrage, lorsqu'il évoque la notion de souveraineté, fait une référence explicite à Aristote. J'ai regardé paragraphe 329, donc on est à la fin des principes de la philosophie du droit. L'État est orienté vers l'extérieur en tant qu'il est un sujet individuel. Aussi, ses rapports avec les autres États appartiennent au pouvoir du prince, auquel il revient immédiatement de commander la force armée, d'entretenir les relations avec les autres États par des ambassadeurs, de décider de la guerre et de la paix, de conclure les autres traités. En d'autres termes, la souveraineté, pour Hegel, et je serais totalement d'accord avec cette définition distincte, est la capacité d'un État à se projeter. En termes contemporains et en termes géostratégiques, la souveraineté est précisément cette capacité à se projeter d'un État en capacité autoréférentielle. Ouais. Bon. Donc d'un État autonome qui peut, au-delà de son autonomie, exprimer son autonomie par sa capacité de projection. Or, nous savons, par définition, que c'est précisément ce dont l'Allemagne est dépourvue post-1945.
Donc, l'Allemagne est précisément cet État distinct au sein de quelque chose qu'on pourrait désigner sous la notion d'Union européenne. C'est cet État unique qui est précisément a priori dépourvu de souveraineté, mais pas d'autonomie. Bon, donc ça, si vous voulez, c'était ma façon de planter le décor conceptuel. À partir de là, si vous voulez, moi, ce que je considère, et je ne sais pas si vous serez d'accord, je serais extrêmement intéressé d'entendre vos commentaires là-dessus, c'est que l'Allemagne a une capacité auto-référentielle en tant qu'État à revendre. L'Allemagne est parfaitement elle-même au sein de l'Europe en tant qu'elle est dépourvue de souveraineté. Et la question que je me pose, qui est une question corollaire de celle que je viens de poser implicitement, est celle de savoir si, au fond, l'Europe n'est pas le nom de cette absence de souveraineté de l'Allemagne. Si, en d'autres termes, l'Europe n'est pas la seule souveraineté possible, une forme de souveraineté par procuration que l'Allemagne aurait. Et si vous voulez, dans le détail de l'actualité, si vous voulez, la question serait de savoir si l'Allemagne n'a pas une telle influence sur l'institution européenne, précisément dans la mesure où elle est en effet dépourvue de souveraineté et où l'Europe pourrait lui offrir les moyens d'une capacité de projection qui prendrait la forme d'une forme de projection collective. Donc, Monsieur Kerber, voilà, pardon. Donc peut-être oui, j'ai tout noté, j'ai tout noté. On va s'arrêter à ces deux premières questions déjà. D'accord, voilà. Alors, et après, on continuera. Mais merci d'abord, Monsieur Martin, de votre cri de protestation et d'avoir trouvé la formule le beurre et l'agent du beurre et les bisous de la crémière. Voilà, vous m'apprenez quelque chose en français. Déjà, à cet égard, notre soirée est un grand succès parce que j'aime beaucoup la langue française, comme vous pouvez vous imaginer. J'ai une toute autre perception de la réalité de vous. Et je souhaiterais, avec la plus grande honnêteté intellectuelle, vous confronter avec certains éléments de ma perception. Alors, lorsque vous dites l'Allemagne est presque au pouvoir en Europe et l'Allemagne profite de l'Europe, il y a deux aspects là-dedans. Premièrement, l'aspect commande, qui commande en Europe, non seulement juridiquement, mais économiquement. Je souhaiterais vous confronter avec le fait que Madame von der Leyen a été choisie par M. Macron. Elle n'a été même pas candidate. Elle s'est glissée dans ce rôle-là. Et je peux vous dire, elle a travaillé 5 années en tant que ministre de la Défense en faisant beaucoup de cadeaux dans des projets bilatéraux que je pourrais vous détailler ici maintenant si le temps était suffisant pour devenir le candidat M. Macron. Je pourrais utiliser des formules bien plus dures à son égard, parce que c'est le droit de M. Macron de jouer cette carte-là. Il a joué cette carte avec Maestra, en mettant quelqu'un avec un passeport allemand qui est devenu l'instrument de sa politique et qui, juste pour vous donner un exemple, a carrément refusé d'intervenir, par exemple, dans le processus d'attribution de satellites dans l'appel d'offres pour la deuxième génération de satellites Galileo, qui a été attribué entièrement, grâce à M. Breton, aux entreprises françaises. Voici tout simplement un petit élément, si vous voulez, un contrepoint. Alors, parlons également de l'institution la plus puissante en Europe, la Banque centrale européenne, où il y a beaucoup d'apprentis sorciers apprentis, ou comment est-ce qu'on appelle ça? Apprentis sorciers, parfait. Et des apprentis sorciers. Par exemple, l'économiste en chef, M. Philip Lane, qui représente un peuple avec 4,5 millions. Ce charmant pays, l'Irlande,
très important pour l'identité européenne, mais représentant quand même un poids limité. C'est lui qui fait le beau temps, qui est derrière Madame Lagarde. Et Madame Lagarde, incapable de lire un papier macroéconomique qui n'a jamais fait le moindre article macroéconomique. Alors, déjà le fait que M. Weidmann, qui, sous l'applaudissement de Mme Lagarde, a démissionné maintenant, parce qu'il en a marre, n'a pas pu oser lancer sa candidature pour devenir président de la Banque centrale. Et qu'on a choisi quelqu'un aussi objectivement incompétent comme Mme Lagarde. Je regarde et je regarderai encore jeudi sa conférence de presse. C'est une caricature. Hein? Voilà, donc, M. Martin, je verse un peu d'eau dans votre vin, dans votre discours, la grande Allemagne qui domine tout. Si 150 raisons pour dire non, on ne veut pas de Mme Lagarde, présentez-nous un candidat digne et compétent. Voilà. Hein? Mais on a accepté, on a avalisé aussi cette situation, cette décision de M. Macron qui a voulu avoir quelqu'un à sa botte, hein, qui fera la politique qu'il juge intéressant et qui laisse galoper les déficits français de façon à ce que la dette de la France s'élève à 120% du PIB. Alors, dans cette situation, on ne peut pas digérer la moindre augmentation des taux. Hein, et ce que la Banque centrale fait en ce moment, elle achète beaucoup d'emprunts obligataires, elle gonfle la masse monétaire, on verra si c'est encore compatible avec l'inflation, et elle permet aux États de placer l'argent à des taux qui ne sont pas les taux de marché. Alors, voici tout simplement deux petits exemples. Alors, je ne partage pas votre justification des troupes allemandes au Mali. La France a toujours eu un passé, une présence et peut-être un avenir en Afrique. L'Allemagne a perdu ses contacts coloniaux avec l'Afrique de fait en 1914. Voilà. Heureusement, je dirais, Bismarck était toujours contre les colonies. Ça coûte trop, a-t-il dit à l'empereur. Et il avait peut-être l'instinct que tout ceci peut s'avérer dans le cadre de la décolonisation comme un projet extrêmement problématique. Donc, reste un autre grand sujet où je vous suis beaucoup plus, le marché commun ou le marché intérieur. Oui, vous avez raison. C'est ainsi que l'Union européenne est née, comme communauté économique, deux grandes concessions. Donc, on réglemente le marché agroalimentaire. C'était essentiel pour la France, qui était un grand producteur en la matière, et qui ne voulait surtout pas que la loi du marché règne ce secteur. Ne parlant plus du charbon et de l'acier, ça a été réglé déjà en 1952, les industries de guerre. Et puis l'Allemagne, on laisse l'Allemagne le marché intérieur et on crée la libre circulation des marchandises qui, pour une nation tellement orientée vers l'exploitation, quand même essentielle. Alors, donc, conclure que l'Europe est, pour ainsi dire, une organisation dans l'intérêt allemand me paraît pas tout à fait approprié, pour le dire d'une façon très polie. Règne en ce moment en Allemagne, dans des milieux alertés, pas forcément de gauche ou de droite, mais des modérés conservateurs, l'impression que nous avons perdu tout et que, au nom de l'Europe, Bruxelles nous décrète la taille des concombres comme les grands choix de la politique étrangère. Si demain l'Allemagne veut créer un marché commun avec la Grande-Bretagne, l'Allemagne ne pourrait même pas négocier avec M. Boris Johnson.
parce que c'est la compétence exclusive de l'Union européenne. Dans la réalité, comme nous l'avons vu dans les accords échoués avec les États-Unis, bon, la Commission européenne consulte l'Allemagne parce qu'on ne peut pas négliger la taille de son économie. Mais je peux tout simplement vous faire part d'un souci extrêmement répandu qu'on est en train de perdre le contrôle du pays. Hein? Et le slogan en Angleterre, I want my country back. Hein? I want my country back. Et la réponse à ce sentiment, on a perdu le contrôle du pays. Ne parlons plus du déluge d'immigrés qu'on a eu en 2015. Qu'est-ce que l'Europe aurait fait avec 1 million d'immigrés? 550 Syriens ont été acceptés en Allemagne. Ils sont aujourd'hui à 880. Et même dans cette situation, un collaborateur de Merkel recrute ses esclaves. Alors, je pense que la patience allemande avec un discours l'Allemagne domine va diminuer. Alors, je vous invite à la contradiction, M. Martin. Je me tourne vers le philosophe, M. Chudnovsky. Est-ce que je prononce votre nom correctement? Parfaitement, voilà. De façon même suspecte. Suspecte, voilà. Merci infiniment d'abord pour votre réponse, cher monsieur. C'est très intéressant de voir à quel point un couple, comme on appelle ça le couple, chacun peut avoir des opinions extrêmement différentes sur l'autre et se fréquenter aussi assidûment. Non, mais je le fais dans le respect de notre diversité, monsieur. Oui, tout à fait. Mieux vaudrait qu'un couple discute et de temps en temps pratique des chambres séparées et continue le dialogue que de se faire la guerre. Et ça, permettez-moi quand même cette petite remarque, je me tourne au philosophe tout à fait. Tout de suite, c'est déjà un acquis de la construction en Europe que la guerre est devenue impensable. Hein? Impensable, parce que vous trouvez tout simplement, en raison non seulement de la situation démographique, mais en raison du changement de mentalité des gens prêts à se faire la guerre. Ce qu'une certaine bourgeoisie cultivée déjà en 2014 trouvait suspecte. Mais où Thomas Mann a encore fait un grand essai des considérations d'un homme politique pour justifier la guerre, alors qu'une partie de la bourgeoisie allemande trouvait une guerre contre la France comme injustifiable. Aujourd'hui, nous y sommes. Alors, guerre impensable. C'est déjà quelque chose, je trouve. Hegel dit le contraire, précisément. Il dit qu'il y a... La guerre est parfaitement moralement acceptable. Écoutez, les guerres industrielles, c'est quelque chose. Hein? Bien sûr. C'est une autre question. C'est la France, mais elles sont moralement acceptables. Je ne parle pas de morale, je constate tout simplement pas éthique. Hein, seulement la réticence, mais le refus. Vous ne trouvez pas de bidas, ça je peux vous dire, qui veut refaire l'orage d'acier. Hein? Donc, des adeptes de Ernst Jünger, vous en trouvez pas, c'est plutôt Henri Barbus. Alors, Monsieur Chudnovsky, votre contribution dépasse un peu mon intellect. Vous savez, je suis un modeste juriste et économiste, mais en effet, chez mon maître et modèle, c'est ce que disait Karl Schmitt aussi. Nous avons dû lire Hegel, et notamment la philosophie du droit. Je reviens d'abord sur votre proposition de dire, mais écoutez, la différence entre autonomie et souveraineté ne devrait pas empêcher un groupe d'États ou de pays à devenir autoréférentiel, à créer, je dirais, peut-être je formule mal votre idée, à créer une communauté qui agit sur un plan extérieur et qui est capable de faire de la projection. C'est ce que vous avez dit vers la fin. Si je peux préciser, parce que j'étais extrêmement rapide, juste en 2 mots, l'argument habituel, c'est l'argument de M. Chevènement et de gens très bien
de ces types, et aussi d'ailleurs de notre présidente, qui utilise cet argument assez souvent. Il n'y a pas de peuple européen, dès lors, il ne peut pas y avoir de souveraineté européenne. C'est un sophisme, c'est pas tout à fait juste. Il suffirait que les membres constitutifs de l'ensemble hétérogène soient d'accord pour qu'il y en ait une capacité de projection collective, pour qu'il y en ait une, ou qu'il puisse y en avoir une. Donc, si vous voulez, on n'épuise pas totalement. Je suis très sceptique, hein, comprenez-moi bien, je suis très sceptique moi-même, c'est de l'ordre de l'opinion, qu'au plan politique, il puisse y avoir quelque chose comme une souveraineté européenne. Mais dans la mesure, c'était vraiment le point sur lequel je souhaiterais que vous vous concentriez, si possible, M. Kerber, dans la mesure où précisément l'Allemagne n'a pas de capacité de projection, l'Europe n'est-elle pas le proxy, si vous voulez, l'objet de procuration? J'y arrive tout de suite, mais si vous permettez, avec votre grande indulgence, je reste un tout petit moment encore à ce que vous avez défini comme un Il se trouve que je suis d'ailleurs tout à fait d'accord sur l'expression pas de peuple allemand, donc pas de peuple européen, donc difficile de cerner une souveraineté. Mais enfin, sur un plan compétentiel, la question est qui agit et comment agir. Alors, ce groupe autoréférentiel me paraît particulièrement difficile parce que nous avons en Europe des entités étatiques de taille totalement différente et dans une phase de leur histoire un peu déphasée. Hein? Alors, donc, j'entends toujours dans la télévision allemande et dans la radio, parce que je me lève très tôt le matin, le ministre des Affaires étrangères du Luxembourg, qui est en même temps ministre de l'Intérieur. Je ne vais pas me laisser tenter maintenant par des remarques sur la taille du Luxembourg, mais la présence dans les médias… Nous sommes très australiens chez Géopragma, hein, c'est important de le souligner. Mais la présence dans les médias de ce monsieur ne reflète pas vraiment la contribution de ce pays à une éventuelle projection, disons-le comme ça. Parce que ni seul, ni avec d'autres, le Luxembourg va construire des portes d'avion. Voilà, disons-le très clairement. C'est-à-dire, cet groupe autoréférentiel dont vous avez parlé est également une plateforme pour des entités qui, sans ce groupe, n'existeraient même pas. Parce que le Luxembourg, pour le dire d'une façon très crue, c'est une place financière qui accorde à des agents financiers des avantages et des législations préférentielles que d'autres pays ne leur accordent pas. Mes chers monsieur, cet argument a bon sens. Si demain, une banque moyenne au Luxembourg dépose son bilan, alors fini le Luxembourg. C'est aussi simple que ça. Alors, c'est-à-dire, vous avez dans votre groupe autoréférentiel des gens dont la taille et dont la contribution ne peut pas justifier de prendre tout le temps la parole et de dire aux autres comment il faut aller. Voilà. Et je ne vous cache pas qu'il y a non seulement un problème de free rider, hein, certains pays comme Chypre ou la Grèce sont contents si on fait un bail-out régulier. Irlande, même chose. Tant qu'on paye, ils sont contents. Voilà. Hein, voilà. Le cas de Philip Lane est un exemple un peu particulier. Mais il y a d'autres qui développent encore de grandes conceptions. Telle est l'Europe, avec des pays d'une taille, d'une économie, des économies totalement hétérogènes. Je vois mal ce projet de projection se faire. Alors, c'est quoi la projection? Il me semble, c'est quoi la projection, monsieur Joudnowski? Enfin, c'est éventuellement, très certainement et indispensablement, de concurrencer les États-Unis en matière de porte-avions. Voilà. Alors, l'ancien chef d'état-major de la Marine nationale française, donc, j'ai une estime sans borne, en tant que caractère et en tant que soldat, m'invitait sur Charles de Gaulle.
c'est impressionnant. C'est impressionnant. Impressionnant. Bien sûr. Alors c'est la première chose à faire. Me semble justifier le collectif par rapport à l'individuel, si vous voulez. Vous pouvez parce utiliser votre la argumentaire France, avec son seul porte-avions, de quelque chose comme une défense européenne. Appelle ses ennemis et dit, écoutez, notre porte-avions, pendant 2 années, est en maintenance à Toulon, ne nous attaquez pas. Donc, il manque la taille critique. Mais aujourd'hui, convaincre l'Allemagne de construire avec la France, avec bien d'autres, des porte-avions qui vont naviguer sous pavillon européen, pavillon qui n'existe pas, ce n'est pas un pavillon très compliqué. Je ne me résigne pas et j'ai toujours plaidé en faveur concrètement et pragmatiquement d'un pôle, par exemple, de ravitailleurs européens en matière de marine. Je suis un officier de réserve de la marine allemande parce qu'il y a un certain nombre de pays qui n'en ont pas assez. Le Danemark, par exemple. Même chose taille pour les sous-marins conventionnels. Donc, je reprends d'une façon, et dans l'espoir de recevoir quelques cours complémentaires sur Hegel de votre part, au-delà de l'article 329, votre appel assez pragmatique de créer des groupes d'action, malgré leur hétérogénéité, capables de la projection. Est-ce que ça répond à votre question? Oui, il y a le dernier aspect, la souveraineté par procuration. L'Allemagne seule ne va pas construire des porte-avions. Non, c'est ça. Donc, non, mais c'est ça, si vous voulez. Mais si la France fait comme pour Airbus, à l'époque, en disant, écoutez, parlons de ça. Mais ceci présuppose qu'on évite les erreurs d'Airbus, des erreurs de partage de pouvoir, des erreurs de partage de... Absolument. Et sur ce plan-là, malgré le grand estime que j'ai pour l'actuel président de la DCN qui s'appelle Naval Group, j'hésite à croire que la DCN sera aussi prête à partager le savoir-faire. Mais à voir, je reste optimiste. Je vous prie de m'excuser si j'ai donné l'impression de prendre mon appel parce qu'ils sont très loin, si vous voulez. Ils ne sont pas très philosophes, là, la DCN. Ils sont surtout polytechniciens. Et vous savez, les polytechniciens, c'est ce qu'Hayek a dit, ils savent tout. Ils savent tout mieux que les autres. Il faut un petit peu de philosophie. Et de temps en temps, les Australiens sont têtus. Voilà. Les Australiens n'ont plus le choix, mais ce serait un autre sujet. Voilà. Les Australiens n'ont pas le choix. Quant au porte-avions, il y aurait beaucoup à dire. Je pense que faut peut-être qu'on en construise d'autres, mais ce sont surtout des outils d'affirmation et, j'allais dire, de démonstration, plus que d'efficacité réelle. Je pense que les sous-marins, c'est un autre sujet. Mais Kissinger a toujours dit, dans toutes les crises, les porte-avions américains, il y en a 12, ont été toujours un élément important de solution de crise. Ça va être de plus en plus le cas, à mon avis. Mais bon. Bien, donc, quelqu'un d'autre souhaitait-il poser une question? Philippe. Oui, enfin Philippe Müller-Feuger. Oui, pardon. Oui, Monsieur Nijinsky sur la Pologne. Vous donnez la parole. Merci à Marcus Kerber d'intervenir. C'est très clair, je partage beaucoup ses opinions, même s'il paraît peut-être étonné par rapport à nos précédentes conversations. Je voudrais revenir sur quelques points concernant la gouvernance de l'Union européenne, parce que c'est un vrai problème. Comme vous l'avez expliqué, Marcus Kerber, nos commissaires sont interchangeables entre directions et n'ont pas l'expertise pour définir telle ou telle politique. Et c'est certainement un des problèmes de la Commission européenne, que vous avez souligné d'ailleurs. Donc il y a un problème dans le choix des commissaires, puisque, un peu comme la haute administration française, c'est interchangeable entre départements ministériels, avec évidemment une perte d'expertise qu'il peut y avoir. Ma question, c'est, j'ai deux questions à poser. Vous avez évoqué de partager le savoir-faire.
C'est une première question, notamment, je pense au projet du SCAF. Mais comment partager le savoir-faire? Est-ce que vous avez une méthode de partage du savoir-faire sans pour autant que cela impacte, c'est-à-dire affaiblisse, notre propre autonomie stratégique? Ça, c'est ma première question. La deuxième question, c'est, compte tenu de ce qui a été dit concernant la Commission européenne, vous n'avez pas évoqué indirectement avec l'ESA, notamment, vous n'avez pas, sauf avec l'ESA notamment, vous n'avez pas évoqué l'intergouvernemental. Et je crois que, compte tenu de ce que nous avons dit sur la Commission européenne, c'est plutôt un avenir dans l'intergouvernemental que l'Europe peut avancer, y compris d'ailleurs avec le Royaume-Uni, puisque, et vous l'avez parfaitement souligné, le Royaume-Uni a choisi le Brexit pour retrouver sa liberté. Et pour moi, et je le lis dans le papier que vous avez eu, c'est que la parenthèse qui avait été ouverte en 1964 par Harold Wilson se referme et que la Grande-Bretagne regarde maintenant à l'est, donc dans la zone Indo-Pacifique, et qui interfère par sa présence ou l'importance de sa zone économique, sa ZEE. Voilà, c'est ces deux simples questions qui m'intéressent, Marcus Kerber, pour connaître votre opinion. Sur lesquelles nous clorons notre rencontre. Je pense qu'il y avait également une question de notre ami M. Nijinsky, ou non? Peut-être. Monsieur Nijinsky, vous avez encore une question? Monsieur Nijinsky, vous avez également eu une question. Je vous ai... Il faut mettre votre... On ne vous entend pas. Merci bien, Monsieur Marcus, pour votre brillant exposé, mais pour ce qui est de la Pologne, c'est tout à fait d'autres sujets. J'aurais quelques remarques, pas tout à fait d'accord avec vous et sur tel ou tel point, mais on peut débattre. Je voulais pas prendre ces sujets qui est des sujets marginaux parce qu'on est dans la structure même de la Union européenne. Hein. Merci bien. Hein. Merci. Alors donc, je vais essayer de répondre aux suggestions ou aux questions de M. Müller-Föga. Le partage du savoir-faire, ça c'est vraiment le nœud de tous les problèmes. On peut être aussi naïf que les Allemands vis-à-vis de la Chine et ouvrir la boutique à tout le monde en faisant confiance, en disant, mais écoutez, les choses vont s'arranger. Et puis, se trouver tout d'un coup dans la situation dans laquelle se trouve l'Allemagne actuellement vis-à-vis de la Chine. Hein? On est dans la nasse. On est piégé. Parce que une partie très importante du PIB dépend de notre exportation en Chine. Et les entreprises allemandes enracinées maintenant en Chine rapportent les pressions du pouvoir sur le partage de savoir-faire. Et donc la conception extrêmement politique et la conception, oui, absolument pas libre-échange, hein, mais libre-échangiste, mais dominatrice de s'approprier d'un savoir-faire qu'on mettrait longtemps à développer soi-même en pleine autonomie. Alors, je donne l'exemple de relation entre la Chine et l'Allemagne pour donner le mauvais exemple et pour donner l'exemple de deux cultures qui ne peuvent pas s'arranger parce qu'une culture donne, l'autre prend. Hein? Et je vous rappelle que le mot pour écrire en chinois, c'est copier. Hein? Je pourrais faire un long discours sur cela. Il y a un sinologue fantastique en France, François Julien, qui a décodé pour des gens qui ne sont pas sinologues comme moi, l'approche culturelle qui appliquée en industrie a des résultats qu'on voit. Écoutez, le partage de savoir-faire entre la France et l'Allemagne devait se faire quand même dans d'autres conditions, parce que malgré nos différences culturelles et des intérêts tout à fait pas toujours homogènes,
il doit y avoir une autre communauté d'esprit. Alors, je vais vous dire quelque chose qui va vous choquer, Monsieur Pfeugat. Je pense que le vrai problème est vu le résultat qu'a donné la coopération franco-allemande sur un plan industriel. Le problème, c'est que les hommes d'affaires français, pour la plupart polytechniciens, certains dans des entreprises comme Dassault, générées par une famille ou adoptées par un, n'ont pas compris le principe de win-win. Win-win. Hein? Voilà. Je n'ai pas encore rencontré un polytechnicien qui vous concède que lui, il a tort et l'autre a raison. Je ne l'ai pas encore rencontré. Et il y en a dans les entreprises françaises des gens qui sont comme ça. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ces gens-là n'arrivent pas à exporter. Parce que le client n'aime pas des polytechniciens qui leur disent, je peux vous raconter des anecdotes en Australie, c'est très intéressant. On peut traiter les Chiliens comme ça pour la livraison des Scorpions, on ne peut pas traiter les Australiens comme ça. Alors donc, mais le problème n'est pas toujours d'un côté. L'Allemagne a négligé pendant très longtemps dans l'équipement pas personnel des entreprises dites franco-allemandes d'envoyer des ingénieurs politiques. Hein? Alors, j'ai été invité par l'amicale SMIN pour faire une conférence sur un sujet. Et donc, comme M. Barnier, vous savez, c'est ce monsieur qui sera élu président de la République, était là, et M. le maire était là également. Donc, j'ai eu l'honneur d'être à leur table d'honneur. Et les présidents d'associations, les techniciens ont dit, nous sommes là pour servir l'État. L'État. Vous trouvez aucun ingénieur allemand dans aucune forgerie, dans aucune université technique, et je suis d'une université technique, qui va vous dire, je suis là pour servir l'État. Voilà la DNA ou l'ADN tout à fait différent. Alors, pour le porte-avions, tout devrait donc changer. Il faut des gens comme vous, comme moi, qui, dans le respect de leur diversité, essayent de trouver des modalités de transfert de savoir. Parce que la souveraineté, dans l'avenir, elle est là. La souveraineté, c'est la technologie c'est la souveraineté. Voilà. On ne discute plus l'Alsace, Lorraine, telle ou telle rivière, ou telle mine de charbon. Terminé. C'est une discussion d'antan. Alors, on a souvent évoqué la question, le terme de l'interdépendance. Hein, c'est Bouvier qui a développé ça, pas d'une façon académique, mais d'une façon pratique. Accepter l'interdépendance pour la livraison de pièces indispensables, c'est un grand pas en avant pour un groupe dont rêve M. Chudnovsky, un groupe autoréférentiel en matière industrielle. Je posais juste la question. Hein? Non, ce n'était pas une méchanceté de ma part. Mais j'aime les utopies, c'est vrai. Non, il faut, je crois toujours rêver un petit peu. Régulatrice aussi. Mais monsieur Pfeugat, je pense le FCAS que vous avez mentionné est bien l'exemple d'un malentendu profond, mais l'Allemagne se contente d'un rôle de distribution et de production. La France développe, conçoit, et garde pour lui le développement du châssis, la maîtrise totale, l'armement par MBDA et bien entendu l'avionique par Thales. Voilà. Sur cette base-là, la coopération dont l'Europe a urgemment besoin n'est pas possible. Alors, pour ce qui concerne votre méthode
j'ai bien senti que vous préférez l'intergouvernemental, si je vous interprète correctement. Je suis entièrement d'accord. Je suis entièrement d'accord parce que les gouvernements sont élus, ils doivent rendre des comptes. La Commission n'est pas élue. Hein? Elle est confirmée par ce soi-disant Parlement qui n'est qu'une antichambre de pouvoir, rien d'autre. Hein? Composée de listes diverses et variées. Et au niveau de l'intergouvernemental, vous avez besoin de personnalité un peu à l'instar de ce grand industriel Walter Rathenau, dont le nom vous dit peut-être quelque chose, qui a été assassiné tôt en 2020, qui était un peu comme M. Chudnovsky. Merci. J'espère que je vous rapproche dans un contexte personnel. J'ai beaucoup d'admiration pour Walter Rathenau. C'est un type plein de talent. Il faisait des tableaux, des poésies, des littératures et organisait des ressources premières en 1914 hein, et qui était hélas assassiné en 22. Lui, qui portait l'Allemagne dans son cœur et qui a conclu. Donc, il y a très peu de personnalités comme ça dans la politique aujourd'hui. Hein, il y a très, très peu d'ingénieurs d'avenir parce qu'ils veulent tous gagner les élections. C'est du court-termisme. Voilà, il n'y a pas de vision à long terme et c'est les résultats qui l'emportent. Rien. Alors, et vous avez tout à fait raison de négocier avec le Royaume-Uni. Pourquoi, si on ne négocie pas avec le Royaume-Uni en matière militaire, mais écoutez, ils vont complètement se laisser phagocyter par les Américains. Déjà un groupe comme leur plus grand groupe d'armement va aux États-Unis et leur PDG voit des panneaux sur lesquels il dit American Eyes Only. Il n'y a rien à dire dans ses propres filiales aux États-Unis. C'est ça la conception américaine du partenariat transatlantique. Hein? C'est-à-dire, sur ce plan-là, j'ai beaucoup parlé de rééquilibrage de rapports de force entre la France et l'Allemagne, mais sur ce plan-là, nous avons un nouvel espace à conquérir. Il ne faut pas être tendre. Et sur ce plan-là, les Américains n'ont pas changé un iota. Hein? Biden, pour l'instant, c'est Trump sans tweet. En fait, je suis tellement d'accord. Je suis tellement d'accord. Quelle solution préconisez-vous? Enfin, peut-être une toute dernière question. C'est que nous parlons, et vous avez commencé votre discours ainsi, de l'ami américain. Or, je crois que l'ami américain, aujourd'hui, n'existe pas. Je crois qu'il faut construire cette Europe, non pas contre les États-Unis, le sujet n'est pas là, mais il s'agit de construire une Europe avec vous, avec l'intergouvernemental, mais autour d'un projet commun à long terme. Monsieur Mulafega, je ne suis pas tout à fait d'accord parce que dans des alliances, il est peut-être encore une fois the Troubled Partnership de Kissinger en 1965, il y a toujours des querelles. Et dans une alliance où il y a une suprématie aussi naturelle que dans l'OTAN, c'est ceux qui payent beaucoup, qui ont une armée qui sait tout faire, ne vont pas se laisser dicter par tel ou tel. Elle sait tout faire, mais elle perd tous ses engagements. Non seulement ça, ils ont une capacité de jugement sur la scène internationale qui est périlleuse, ce qu'ils ont fait en Afghanistan, et pas pour la première fois. Hein, pas pour la première fois. Au Vietnam, ils ont un jugement, ou en Irak. Hein, c'est un hégémone qui m'inquiète. Et cela, en Irak, Chirac avait converti le chancelier Schroeder de ne pas y aller. Et oui, mais c'est le premier réflexe de souveraineté allemand, pour des raisons un peu électoralistes. Enfin, il l'a quand même fait. Et il a vu l'Amérique, M. Bush, fils, le bouder pendant un laps de temps. Mme Merkel était pour l'invasion de l'Irak, je vous le rappelle.
Personne ne se rappelle de ça. Alors, regardez le plan du monde sur un plan démographique. Nous, les Occidentaux, nous sommes en diaspora. Hein, c'est clair et net. Culturellement, nous sommes en diaspora. J'ai réédité un livre de Julien Freund sur la décadence. Hein, c'est très utile de le lire. Hein, un homme extrêmement intéressant, disons-le comme ça. Hein, trop marqué par certains choix politiques, mais je l'ai traduit pour la première fois en allemand. C'est pour cela que si vous regardez l'évolution démographique, nous avons quand même beaucoup plus en commun avec les États-Unis qu'avec les Chinois ou avec les pays arabes ou avec l'Afrique. C'est évident, c'est une évidence palpable. Voilà. Alors un plan, 3 points. Alors, donc je pense le constat du président Macron sur l'état cliniquement mort de l'OTAN est une bêtise juvénile. Ah oui. Une bêtise. Un président, il ne va pas dire ça. Voilà, est-ce que ça vous... Oui, on est un peu frustré sur l'avenir quand même. On ne voit pas très bien là ce qu'on va pouvoir faire. Je dis un mot quand même encore. Diagnostic je dis que je encore partage. Un mot à notre ami Nischinski, qui... Je suis tenté de vous parler en polonais, monsieur. Même je vous en prie. Je suis très, très lié à la Pologne, parce que mon grand-père était forgeron à Chelm, anciennement Kulm, et donc juste sur la Wisla. Hein? Donc, la relation entre la Pologne et l'Europe et la relation entre la Pologne et l'Allemagne montre quand même que cet aspect, cette thèse d'animosité héréditaire est totalement irrationnelle. Et la thèse de l'animosité héréditaire qui était nourrie en Allemagne dans l'après-guerre 1919, parce que la Pologne a récupéré une bonne partie de Poznan. C'est Basse-Silésie, excusez-moi, M. Marcus. Oui. Basse-Silésie, mais c'était l'influence française pour récupérer les mines de charbon. C'est plus. Oui. Nous ne discutons pas. De toute façon, Danzig et tout ça, et encore après la Deuxième Guerre, une ville comme Stettin, qui n'a jamais été polonais. Non. Je vois des panneaux aujourd'hui, vous entrez dans une ville polonaise. Malgré tout cela, il y a une bonne entente de voisinage entre Polonais et Allemands. Voilà. Et il y a des réserves. Et un pays comme la Pologne déchiré, repoussé, ça me donne l'espoir que notre construction européenne a quand même servi à quelque chose et que tout l'argent que la Pologne a reçu en plus de ses contributions a servi à quelque chose quand même. Bon, bien, et bien sur ces échanges pleins d'intelligence, mais aussi d'ironie et d'esprit, je vous remercie, cher Marcus, vraiment d'avoir pris le temps de nous faire partager vos perceptions. Je pense que c'est très intéressant et c'est très inédit parce que, comme le rappelait tout à l'heure François Martin, on est dans des perceptions chacun de l'autre par nature, par définition, mais enfin très diverses. Mais on a finalement, malgré tout, en tout cas, vous et nous, je ne parlerai pas de nos gouvernements respectifs, on a des préoccupations de souveraineté à reconquérir et à exprimer de manière intelligente et constructive qui sont assez communes. Donc, on peut sans doute là trouver matière à discussion et même à certains terrains d'entente. Je vous remercie en tout cas tous d'être restés avec nous. Et le prochain rendez-vous se passera mi-novembre autour d'un hôte italien
qui est l'un des dirigeants d'un think tank italien qui s'appelle Fare Futuro et qui va nous parler un peu d'Italie après l'Allemagne. Voilà, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne soirée. J'avais voulu vous poser la première question en vous picotant un peu pour être sûr qu'on ne rentre pas dans la langue de bois. Non. Avec Marcus, on ne peut pas entrer dans la langue de bois. En plus, vous m'avez appris quelque chose, picoter. Je sais oui, c'est pour ça que je vous ai dit ça. Je me suis dit, si ça se trouve, je vais lui apprendre une petite expression française qui va l'amuser. Voilà, c'est pour ça. Beaucoup. Oui, mais vous avez quand même, Marcus, un niveau de français et de capacité justement à faire de l'humour et de l'esprit en français, ce qui n'est pas si simple. Voilà. Oui, sur ce plan, je suis assez peu typique de mon pays parce que l'humour sans l'humour, ça ne va pas. Oui. L'humour, voilà. C'est l'autodistanciation. Il ne faut pas se prendre trop au sérieux. Absolument. Jamais. À très bientôt et au plaisir de vous avoir rencontré. Je vous remercie de votre indulgence. Monsieur Marcus, merci pour cette brillante exposé. Hein. Merci, Marcus. Merci, chère Caroline. Vraiment. Merci, madame. Merci. Merci, Président. Je vous mets en lien. Je nous mets en lien. C'est ça que j'aime. À très vite. À très vite. Au revoir. Au revoir.